Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on aborde à présent notre table ronde intitulée Solaire thermique, de nouvelles solutions pour décarboner votre process industriel. Alors voici comment on l'a pitché. Décarboner d'importants besoins de chaleur de process industriel par du solaire thermique maintenant, c'est possible. La société Newit va vous présenter sa solution innovante tout de suite, fonctionnement, applications concernées, et vous fera part des retours d'expérience en industrie. Voici donc nos deux intervenants auxquels vous allez bien sûr réserver un excellent accueil, voire un accueil de star. Julien Jiménez à ma gauche est sous-directeur solutions énergétiques à la région Nouvelle-Aquitaine. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci. Et Thibaut Périgot est directeur du développement industrie de la société Newit. Merci. Alors peut-être quelques mots pour contextualiser et expliquer finalement ces enjeux de décarbonation pour les industriels avec vous, Julien. Oui, bien sûr. Alors la région Nouvelle-Aquitaine accompagne les industriels depuis longtemps dans leurs projets à la fois d'efficacité énergétique et de décarbonation, notamment de développement des énergies renouvelables. Mais on va dire que les derniers temps, ça prend un sens un peu différent. Parce qu'on voit à un moment qu'effectivement ces enjeux de transition énergétique rentrent et on va dire arrivent à être en osmose avec les enjeux de développement économique, parce qu'effectivement on a aujourd'hui une crise, alors la crise Covid, effectivement la guerre en Ukraine, qui globalement nous a fait remonter à la surface les enjeux énergétiques et on va dire l'intérêt de l'énergie pour les entreprises aujourd'hui. Les prix explosent, il faut effectivement y répondre. Alors on y répond par deux choses, on y répond par la sobriété, on y répond par l'efficacité et on y répond par la substitution par des énergies non carbonées. Et il y a un dernier point qui est vraiment on le voit de plus en plus et qui émerge, c'est vraiment cette notion un peu d'indépendance énergétique que souhaite avoir l'Europe et notamment la France et la région Nouvelle-Aquitaine. Et il faut savoir qu'en région Nouvelle-Aquitaine, on est une région avec un fort potentiel de développement des énergies renouvelables. Que ça soit effectivement sur la problématique de la production de biogaz, où on peut voir qu'on peut couvrir globalement 100% de notre consommation de gaz par du biogaz en Nouvelle-Aquitaine. On a la ressource pour ça. On parle effectivement beaucoup d'électricité, donc on est une première région en termes de solaire photovoltaïque, et ça continue à se développer en région Nouvelle-Aquitaine. Et il y a après d'autres énergies qui émergent comme ça. L'enjeu aujourd'hui et l'intérêt aujourd'hui de vous présenter effectivement la solution Newit, c'est que l'énergie pour les industriels, c'est le gaz. C'est vraiment l'énergie principale pour l'industrie. C'est celle qui produit de la chaleur, qui produit de la vapeur, et c'est celle qui permet effectivement d'être compétitif pour nos industriels. Et celle-là, aujourd'hui, on ne sait pas trop la substituer. Il y a effectivement des problématiques de bois énergie, il y a des problématiques de solaire thermique. Donc il y a vraiment un enjeu d'acculturation autour de ce volet-là et de proposer des solutions alternatives à nos industriels pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces solutions-là. Mais il ne faut jamais oublier que ça passe toujours par un premier temps de sobriété, un deuxième temps d'efficacité, pour ensuite effectivement proposer des solutions décarbonées comme celle de Newit. Alors le solaire thermique, on va voir avec vous que ça peut être une solution. Très bien. Pour que, un jour, comme l'a dit quand on a préparé cet échange, l'énergie ne soit plus un souci. C'est beau, des horizons qui chantent. Merci Julien pour l'introduction. Parce que effectivement, quand on prend un peu de recul, on entend depuis quelques années parler de renouvelables, de décarbonation, mais c'est souvent un sujet d'électricité, alors que quand on regarde à l'échelle de l'Europe et pas que, on s'aperçoit que 50% de la consommation d'énergie finale, c'est pour de la chaleur. Et comme l'a dit Julien, quand on se focus sur l'industrie, 80% généralement de la consommation énergétique des sites industriels, c'est pour de la chaleur. Donc l'enjeu est vraiment pour décarboner l'industrie, de décarboner sa chaleur et pas prioritairement l'électricité qui, en tout cas sur le territoire français, est très décarbonée. Donc nous, Newit, notre positionnement est de proposer des solutions de décarbonation de la chaleur directement pour répondre aux différents enjeux des sites industriels. Comme l'a dit Julien, on est dans un contexte actuel avec une explosion des prix et surtout une variabilité forte des prix, mais pas que, aussi une dépendance sur les ressources qui évolue beaucoup. Et aussi, on le voit, un panel de solutions qui émergent sur les marchés, qui demandent un certain nombre de compétences pour savoir les adresser et savoir laquelle répond vraiment aux problématiques du site industriel. Donc, quand on rencontre des sites industriels, ils nous mentionnent plusieurs enjeux, celui de réduire ou maîtriser leur facture énergétique, celle de réduire les émissions de CO2 et remplir leurs objectifs RSE. Donc ça peut être un objectif groupe, mais ça peut être aussi quelque chose qui est imposé par un client. Par exemple, dans le monde de la bière, Heineken impose à ses fournisseurs de malt
qu'ils soient 100% décarbonés, sinon ils arrêteront d'aller commander le malt chez eux. Donc pour faire du business, ça va devenir aussi quelque chose d'important. On parlait de matériaux de construction avec Julien juste avant. La R2020 met une note d'analyse de cycle de vie sur les matériaux. Donc un vendeur de briques ou autre qui a décarboné son process aura plus de chances de positionner ses produits sur le marché. Ils nous disent aussi qu'ils cherchent maintenant de plus en plus la logique achat pur et dur commence à s'estomper légèrement face à la recherche de partenaires de confiance aussi. On est sur des projets qui sont plus complexes à mettre en œuvre, on ne va pas se le cacher. Hein. Décarboner véritablement un site industriel, ça demande de regarder en profondeur les process, de faire le choix sur les solutions énergétiques et donc d'avoir confiance dans des partenaires qui peuvent le faire pour justement que l'industriel se concentre sur son cœur de métier où il y a déjà pas mal de choses à faire. Et enfin, on le voit, hein, je vous le disais en intro, c'est l'indépendance énergétique. On le voit de plus en plus avec les solutions solaires thermiques qu'on propose, même si on ne propose pas de décarboner toute la consommation de chaleur d'un site, avoir une partie de sa consommation de chaleur totalement dérisquée est quelque chose qui intéresse de plus en plus les sites industriels. Donc, notre positionnement, je pense que vous l'avez compris un peu dans mon pitch de départ, Newit, on est un leader de la chaleur solaire et un fournisseur de chaleur renouvelable. On apporte à nos clients des solutions sur mesure basées sur un triptyque qui est la récupération de chaleur fatale, parce que comme le disait également Julien, on préfère d'abord proposer de l'efficacité énergétique à nos clients avant de rajouter un moyen de production à proximité du site. Ensuite, s'il manque quelque chose, on va proposer une grande installation solaire thermique et enfin une brique qui s'insère un peu où on veut en fonction de la flexibilité qu'on va aller chercher sur le process, qui est le stockage thermique de courte ou longue durée. Donc pareil, on parle beaucoup de stockage thermique, de stockage électrique sur les ENR électriques, mais avec des impacts environnementaux ou en termes d'investissement plus ou moins forts. Sur la chaleur, le stockage thermique, ça existe, c'est compétitif et ça apporte la flexibilité dont un process peut avoir besoin. Donc ça, c'est notre positionnement en termes de briques technologiques qu'on vient proposer. Et l'innovation qui pour nous est une innovation dans le secteur et autres, c'est qu'on se propose de regarder en profondeur le process de l'industriel pour voir les différents niveaux thermiques au sein du procédé pour proposer la brique technologique qui répond à chaque besoin de température. Historiquement, on mettait une chaudière vapeur, même pour faire du 50 degrés au sein d'un process. Dans l'industrie agroalimentaire, quasiment tous les besoins sont inférieurs à 95 degrés et 70% des besoins sont à 60 degrés. Donc il y a un enjeu de cibler véritablement les niveaux d'énergie avec la solution qui y correspond. Notre modèle et notre solution, donc nous on se propose d'accompagner nos clients de A à Z, ça veut dire qu'on s'occupe de la conception de la solution, du développement du projet au sens rechercher les terrains quand on est sur du solaire thermique, solliciter les soutiens des pouvoirs publics quand les soutiens sont nécessaires auprès de la région, auprès de l'ADEME, réaliser l'installation, l'exploiter et la financer. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un fournisseur d'énergie, c'est-à-dire qu'on vient vendre le mégawattheure de chaleur au sein du procédé industriel. Le client ne se préoccupe pas de ce qu'il y a en amont. Les compteurs d'énergie sont vraiment dans son process et il paye ce qu'il consomme. Donc, notre offre, si on peut la synthétiser, donc c'est une livraison de chaleur tous les jours de l'année, une adaptation en temps réel aux besoins du client, et ça, c'est vraiment important sur la thermique. C'est vraiment un des enjeux dans l'industrie, et c'est ce que nous permet notamment de faire la brique stockage thermique, c'est vraiment de livrer la chaleur quand le process industriel la demande. De s'intégrer, je vous le disais déjà, au cœur des procédés, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans le monde de l'énergie et des utilités. Venir étudier ligne par ligne, étape de process par étape de process pour venir proposer l'énergie qu'il faut au bon endroit. C'est quelque chose qui ne se fait pas. J'étais il y a un mois encore à un salon industriel. Les AMO s'occupent de l'enveloppe du bâtiment et du pôle utilité, donc celui qui produit les utilités, et les fournisseurs d'équipements s'occupent de leurs équipements et disent « j'ai besoin de vapeur à telle pression ». Et il n'y a personne au milieu qui vient de challenger « mais pourquoi as-tu besoin de de vapeur à telle pression ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de te livrer de l'eau chaude à 70 degrés, etc. » Donc il manque cette brique, et nous, quand on arrive sur un site industriel, c'est ça qu'on vient un peu de challenger pour revoir un peu le modèle, et bien sûr, l'objectif, c'est que ça reste compétitif. Et il manquait une petite brique que j'ai oublié de mettre. Et aussi, notre offre, c'est de proposer le prix de chaleur le plus stable possible sur la durée. Quand on est sur une solution qui vient valoriser la chaleur fatale, l'ensoleillement, on est sur une énergie où il n'y a pas d'intrant.
Donc on est sur des propositions d'offres de prix de chaleur. Par exemple, sur une grande centrale solaire thermique, 70% du prix de chaleur qu'on vient proposer à notre client est fixe sur toute la durée du contrat de fourniture de chaleur. Donc on retombe sur l'enjeu de dérisquer une partie de son approvisionnement énergétique. Et enfin, en dessous du slide, dans notre offre de porter les investissements, c'est nous qui portons tout le risque du développement de projet, c'est-à-dire aller déposer des demandes de subvention, aller chercher du foncier, modifier les PLU, code de l'urbanisme, pour pouvoir construire le projet. Tout ça est de notre côté. C'est nous qui investissons dans la centrale et donc on vient livrer la chaleur et notre retour sur investissement se fait sur des durées jusqu'à 25 ans avec les industriels. Le solaire thermique, un petit focus sur qu'est-ce que c'est. Donc un petit slide, si jamais vous n'êtes pas spécialiste de la question, on est souvent confondu avec le photovoltaïque. Donc nous n'avons rien à voir, on utilise la même ressource, hein, le soleil, mais la différence est notable. Hein. Le photovoltaïque, via des conducteurs, on vient de transformer l'ensoleillement en un mouvement d'électrons avec un tas de matériaux pour faire cette transformation. On est sur des rendements aux alentours de 15-20% sur l'énergie solaire rendue et on l'injecte dans un réseau électrique. Maintenant, on commence à faire de l'autoconsommation. Le solaire thermique, on est sur quelque chose qui peut paraître beaucoup plus basique en termes de technologie. Hein. Globalement, on est sur une tôle noire qui est isolée, qui vient capter l'ensoleillement pour produire de la chaleur. Donc, on est sur une transformation directe de l'ensoleillement en chaleur et on est sur des rendements qui montent jusqu'à 70% de l'énergie solaire reçue. D'où aussi notre positionnement pour reboucler dessus. Ce qui peut être décarboné en direct n'a pas forcément besoin de passer par un vecteur électrique. Là, sur des températures à 100 degrés, le solaire thermique est compétitif, a de très bons rendements. Donc même quand on rentre dans une logique d'emprise foncière de la technologie, c'est plus performant. Et enfin, si on commence à regarder sur les matériaux, les analyses de cycle de vie et autres, on est sur des matériaux type acier, aluminium, cuivre, qui sont recyclables et on est sur des centrales avec des durées de vie de 30 ans. Donc on ne se place pas tout à fait sur les mêmes enjeux, les mêmes réponses A. Donc nous, notre positionnement, c'est vraiment tout ce qui peut être décarboné en chaleur directement, faisons-le directement. Ensuite, le stockage thermique. Vous avez 3 solutions de stockage thermique type sur des stockages thermiques de basse température, c'est-à-dire inférieurs à 100 degrés. Les cuves de stockage, généralement entre 1000 et 10 000 mètres cubes, qui permet d'apporter une flexibilité. Donc un champ solaire thermique de grande taille a toujours un stockage thermique qui lui permet de livrer de la chaleur pendant 2 à 3 jours sans production du champ solaire thermique. Donc qui permet de lisser la production, mais aussi les quelques aléas climatiques à la journée près. On voit dernièrement, par exemple, les cuves de stockage thermique, on en propose également de plus en plus sur les réseaux de chaleur urbains. C'est pas la cible aujourd'hui, mais pour flexibiliser le système énergétique en tant que tel. Donc c'est vraiment une brique importante. Donc l'électricité, on parle depuis beaucoup de temps, mais ça existe aussi dans le monde de la chaleur et c'est déjà compétitif et intéressant. Ensuite, on peut aller vers les sondes géothermiques. Donc en équivalent de volume de stockage, on est sur 100 000 mètres cubes de stockage. Ça nécessite un sous-sol compatible, mais là, on est déjà plus dans des logiques de déphasage de plusieurs mois de la production à la consommation de la chaleur. Généralement, ça se couple très bien avec des pompes à chaleur, notamment. Enfin, vous avez le stockage en fosse avec couverture isolante. Donc, c'est une technologie qui nous vient de nos voisins danois. On est un peu comme sur des bassins de rétention d'eau de pluie que vous pouvez voir à proximité des autoroutes, qu'on recouvre d'une couverture isolante et qui permet de totalement déphaser de 6 mois la production de la consommation de chaleur. Les Danois l'ont d'abord mis en place sur les centrales solaires thermiques et maintenant le mettent en place sur les incinérateurs, par exemple. Sur des incinérateurs, sur des grosses cogénérations et autres, la chaleur est envoyée aux petits oiseaux l'été, alors qu'elle pourrait être stockée dans ce type de stockage pour être livrée et valorisée l'hiver. Donc c'est un gros vecteur d'optimisation de moyens énergétiques. On a des premières offres en cours. On espère, par exemple, que l'ADEME va l'intégrer dans son fonds chaleur pour pouvoir donner plus de visibilité sur les soutiens qu'il y a sur ce type de technologie. Mais le stockage thermique est vraiment ce qu'il faut retenir, quelque chose qui existe, qui apporte de la flexibilité et qui est compétitif. Un petit schéma très simple. Il y a pas de pointeur, mais pour que vous compreniez un peu le schéma énergétique type, hein. Globalement, vous avez des tuyaux qui sortent des cheminées de manière caricaturale du site industriel. C'est la récupération de chaleur fatale. Elle est ramenée vers le bâtiment au centre, qui est le local technique avec les pompes et les automates, qui est l'intelligence de pilotage.
une centrale solaire thermique qui, elle aussi, envoie vers ce local, et ce local décide d'envoyer vers le stockage thermique ou vers le process industriel directement. C'est globalement en fonction de la demande des niveaux de température, on envoie à un endroit ou à un autre. Et ce qui est aussi intéressant dans une cuve de stockage que j'ai pas dit avant, pardonnez-moi, une cuve de stockage thermique peut monter jusqu'à 95 degrés en haute cuve, donc ça permet de surstocker en haute température pour pouvoir piloter encore davantage en fonction des ressources et des besoins. Donc il y a vraiment dans ce petit rectangle au centre du rond qui ressemble pas en soi à grand chose, hein, mais qui est difficile de représenter autrement, il y a énormément d'intelligence sur le pilotage et sur comment délivrer la chaleur, et c'est vraiment un des enjeux clés en plus des briques de production et de récupération sur comment on pilote ces différentes briques pour répondre aux besoins du process. Je suis pas mal sur le timing. Donc, les facteurs de compétitivité pour le solaire thermique. Donc, de notre vision, l'importance des besoins adressables. On est sur une technologie et une solution où il y a énormément de coûts fixes pour le mettre en place. Donc, une petite centrale va être proportionnellement très chère en comparaison à une grande centrale. Une petite centrale, donc dans notre définition à nous, c'est 2000 m² de capteur minimum. C'est par exemple la centrale qu'on a en fonctionnement à Pont en Charente-Maritime. On tombe sur des prix aux alentours de 1000 € du mètre carré, tout compris de la centrale. Quand on tombe sur un grand projet, donc quand on commence à dépasser les 10 000, 15 000 mètres de capteurs, on est sur des prix qui sont divisés par 2, 2,5 du mètre carré de capteur. Donc ça vous laisse supposer l'économie d'échelle associée et donc la compétitivité du prix de chaleur qu'on peut proposer à notre client. Les niveaux de température, donc je vous le disais, nous on regarde en précision le process de l'industriel, mais ça devrait être une bonne pratique de tout le monde, parce que sur la récupération de chaleur fatale, sur les pompes à chaleur où vous pouvez avoir énormément de communication, optimiser les températures et descendre toutes les températures, ça fait gagner énormément en performance tout le système global, et c'est vrai également pour le solaire thermique, hein, on peut augmenter en descendant de 20 degrés une température de retour de plus 15% le rendement de la centrale. Donc, c'est non négligeable à ISO investissement. Donc, ce travail, il est nécessaire. Nous, on le porte au travers de nos solutions pour proposer quelque chose de la plus compétitive pour l'industriel. Enfin, l'ensoleillement, on est quand même sur une technologie qui dépend du soleil. Donc, plus on va être au sud, plus on sera compétitif. Mais par exemple, on va mettre en service une centrale à Verdun pour Lactalis. Verdun n'est pas connu pour son ensoleillement merveilleux. Et pourtant, je peux vous garantir qu'ils ont signé à une époque pour un prix de chaleur qui est très intéressant dans les conditions du marché actuel. Enfin, le prix de référence de l'énergie sur site, on peut l'oublier souvent, mais en fonction du prix de l'énergie du site, est-il raccordé au réseau de transport gaz ou distribution? Est-il au propane ou pas? Quelles sont ses alternatives? Donc, quel est son prix cible? Et par rapport à ce prix cible, on peut designer une solution. C'est vraiment important de l'intégrer dans le choix de la solution également. Et ce choix de solution prend aussi en compte ce que peut offrir le territoire en termes de ressources. Au niveau des références concrètes, donc Newit, on a plus de 7 ans d'existence, on est 40 personnes, on est basé à Bordeaux et on a 5 centrales en fonctionnement maintenant. Il y a Ciron, le 6e, on espère qu'il sera en fonctionnement prochainement. Je vais vous faire un focus en particulier sur les papeteries Condat, donc je vous le détaillerai après en région Nouvelle-Aquitaine. Je vous ferai le focus juste après. Une autre centrale pour des malteries dans le centre de la France avec 15 000 m² de capteurs qui fonctionnent depuis plus de 2 ans, donc également en industrie. 2 centrales solaires thermiques sur réseau de chaleur urbain, donc la ville de Pont en Charente-Maritime où l'ADEME et la région nous ont soutenus, et la ville de Narbonne en Occitanie. On est en train de mettre en service et on communiquera sur la centrale solaire thermique de Lactalis en Grand Est. Et un projet qui a vécu un revirement total, qui initialement était un projet de solaire thermique et qui est devenu maintenant un projet de récupération de chaleur fatale sur des fumées plutôt sales pour une briqueterie en Auvergne-Rhône-Alpes. On va dire on attend les derniers feux verts pour y aller. Donc là, je vous propose de faire un petit focus sur Condat et peut-être avant de parler du slide, mettre la vidéo qui... Et oui, donc c'est un projet de production solaire thermique que vous avez fait auprès d'un papetier, c'est ça ? Exactement. On regarde tout de suite la vidéo. Les papeteries de Condat font du papier pour l'impression, essentiellement des BD, des beaux livres. Une entreprise comme Condat, qui fabrique jusqu'à 400 000 tonnes par an, a besoin d'autant d'énergie qu'une ville comme Brive ou Périgueux.
il y a 4 ans, non, on n'y avait pas encore pensé. Mais quand Newit est venu nous en parler, c'est devenu une évidence. L'économie, il y a un avantage économique et il y a un avantage environnemental. Les capteurs solaires thermiques, juste derrière moi, viennent collecter l'énergie solaire qui est ensuite transférée jusqu'à la papeterie de Condat à travers des tuyauteries. Et ensuite, cette eau chaude donc, qui est stockée est utilisée par la papeterie pour produire de la vapeur et ensuite utilisée pour sécher le papier. C'est un projet d'environ 2,3 millions d'euros d'investissement qui est subventionné à hauteur d'environ 60% par l'ADEME à travers le mécanisme du fonds chaleur. Cette aide, elle est absolument nécessaire pour qu'on puisse produire de l'énergie compétitive par rapport aux énergies fossiles. En fait, ça nous a permis d'augmenter notre mix d'énergie, ça nous a permis de s'affranchir des fluctuations et surtout de diminuer notre consommation d'énergie fossile. Le renouvelable, c'est profitable parce que c'est avec des nouvelles solutions qu'on arrive à des nouveaux business et des nouveaux équilibres financiers. On peut repasser sur le PowerPoint. Oui, on va repasser votre PowerPoint. Donc les papeteries Condat, donc c'est un projet qui a été mis en service en janvier 2019. Donc faut imaginer que c'est un projet qui a commencé à être étudié en 2016, hein, qui a été signé dans des conditions économiques de 2017-2018, d'où notamment le fort soutien de l'ADEME, mais aussi qui démontre la compétitivité du solaire thermique. Autre particularité qui n'est pas mentionnée dans la vidéo, c'est la première centrale solaire thermique au monde équipée de systèmes de suivi du soleil ou trackers bien connus dans le photovoltaïque. Ici, forte nouveauté, hein, solaire thermique, on est sur des capteurs qui font 15 mètres carrés, qui pèsent 400 kilos, et donc avec des tuyaux d'eau qui les raccordent. Donc faire bouger un capteur solaire thermique, c'est pas tout à fait pareil qu'un capteur photovoltaïque. L'application ici, on est en préchauffage de l'eau d'appoint des chaudières vapeur du site. Donc c'est notre premier projet, hein. Donc là, à cette époque-là, on n'a pas fait le travail d'étudier en profondeur le process de l'industriel, hein. On y va étape par étape. Ce qui avait aussi notamment intéressé l'industriel, c'est que c'était son premier projet d'énergie renouvelable pour décarboner sa chaleur, hein. Une papeterie, clairement, c'est 80%, c'est des besoins de chaleur. L'autre spécificité, c'est qu'on s'est mis sur son ancienne zone de stockage de boue papetière. Donc, qu'on a réaménagé avec un couvert étanche et un couvert végétal où on a pu mettre la centrale dessus. Et on s'est occupé de tout, de A à Z, pour ce projet où on vient livrer 4 gigawattheures de chaleur utile au sein du procédé. Et vous pouvez le voir, hein, on est sur un rendement, si vous le ramenez à la taille de la centrale solaire, de 1000 kWh par mètre carré par an, quand l'ensoleillement en Dordogne est de 1400. Donc, ça fait 70% d'efficacité sur la transformation de l'énergie pour venir livrer ce process papetier. Maintenant, le process papetier, on l'a bien étudié depuis ce projet-là. On a des projets en cours d'instruction au sein de l'ADEME notamment, où en fait on vient livrer maintenant 5 points de livraison au sein du process, aux différents endroits de la machine à papier, avec des récupérations de chaleur fatale. Et on vient recréer des réseaux techniques d'eau chaude au sein du site pour décarboner toute la partie basse température au sein du site. Donc petit à petit, au fur et à mesure des projets, on est vraiment monté en expertise process et exergétique, donc niveau de température au sein du site. Et c'était important pour nous de vous présenter ce premier projet qui a été très important pour commencer à donner de la visibilité à la technologie solaire thermique, parce que souvent quand même, il faut se le dire, les AMO sont pas forcément en maîtrise du sujet ou vont l'écarter un peu rapidement par méconnaissance, hein, je juge pas du tout le sujet, ou par le fait que le solaire thermique pour l'industrie, non, c'est pour faire l'eau chaude à la maison, hein. Donc non, ça peut être quelque chose de compétitif, d'intéressant et qui offre un pilotage important grâce au stockage thermique, hein. Vraiment, un stockage thermique, c'est aussi une réserve de puissance pour venir livrer un process qui en appelle beaucoup d'un coup au lieu de surdimensionner certains éléments. Je pense que j'ai un peu tout dit sur Condat. Donc, les bénéfices de ce projet pour Condat, vous l'avez vu dans la vidéo, donc c'est 1000 tonnes de CO2 évitées sur 20 ans.
Un projet innovant, première centrale solaire thermique équipée de systèmes de suivi du soleil, mais aussi la première centrale solaire thermique en France sur process industriel. Donc on voit un peu le territoire innovant de la Nouvelle-Aquitaine. Un atout de compétitivité, le prix est stable à 70%. Le prix de chaleur proposé au site sur les 20 ans de la durée du contrat. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de solutions techniques qui permettent de proposer ça à un site industriel. Et un projet générateur d'activité pour le territoire, que ce soit la construction, l'exploitation ou même, vu qu'on est en Nouvelle-Aquitaine, avec Newit. À l'époque de la signature de ce projet, Newit, on était 6. Donc maintenant, on est 40. Et pour aller plus loin, notre approche, elle est simple. On échange avec les sites industriels, on essaye de comprendre leurs enjeux avant tout, leurs objectifs. Ensuite, on creuse leur process industriel, les niveaux de température pour modéliser tout ça, dont la récupération de chaleur fatale. On fait une première proposition de solutions techniques et on voit si les enveloppes économiques envisagées sont intéressantes ou pas pour aller plus loin. Si c'est intéressant pour aller plus loin, on se propose de signer ensemble un accord de partenariat pour développer ce qu'on appelle un avant-projet, dont la finalité est de dérisquer intégralement le projet et de revenir vers le client avec une offre de prix de chaleur engageante et une solution technique figée. Pourquoi ce principe en 2 étapes? Je vous le disais, ces projets sont de plus en plus complexes au sens du travail nécessaire, que ce soit d'analyse des procédés ou de différentes briques technologiques. Un avant-projet, ça nous demande entre 6 et 12 mois de temps de travail, entre 200 000 et 300 000 euros de frais investis, que ce soit en temps interne de structure ou en études externes. Donc on a besoin de se mettre d'accord de manière très très claire avec notre client industriel, mais qui devient un partenaire, sur les règles du jeu, quels sont les véritables objectifs pour aller de l'avant. Pendant cet avant-projet, notamment, il y a toutes les parties demande de financement, si le projet a besoin de financement pour être compétitif. Puis ensuite, si la proposition de prix de chaleur finale est intéressante, on va vers la construction de l'installation. Donc au total, on est quand même sur des temps de développement de 2 à 3 ans pour injecter les premiers mégawattheures au sein du process. Donc on est sur des temps qui peuvent paraître longs, mais des fois quand on voit le temps pour lancer juste des schémas directeurs sur les sites, on n'est pas si éloigné du temps de réflexion. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Il y a plein de belles opportunités, notamment avec les soutiens publics qu'il y a, et sur notre territoire encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thibaut, on vous applaudit. Alors avant d'écouter quelques mots de conclusion avec Julien, on va passer aux questions sur cette partie-là. On va vous faire circuler un micro. Est-ce que vous avez des questions? Même s'il est vrai que vous avez été particulièrement exhaustif et précis. Oui, on vous écoute. Bonjour. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez un temps de retour sur investissement moyen? Je sais que ça peut dépendre de pas mal de critères. Est-ce que vous avez étudié ça sur les projets que vous avez menés? Alors, il y a 2 temps de retour sur investissement, on va dire. C'est aussi pour ça qu'on propose de financer l'installation en tant que telle, parce que le temps de retour sur investissement, quand on le regarde en tant que financeur du CAPEX de la solution, il est grosse fourchette, entre 7 et 12 ans. Ce qui est généralement au-dessus des cibles des industriels, mais là où il faut faire le calcul, il faut plutôt le regarder pour nous quand on est dans une solution entière financement sur quel est le comparatif par rapport au prix de référence du site industriel et est-ce qu'il s'y retrouve. Donc jusqu'à maintenant, toutes les références que je vous ai présentées juste avant, on les a assignées à iso-prix de chaleur du client, voire inférieur de 10% à son prix à lui. Donc il a rien sorti de sa poche, donc il n'y a pas de payback en tant que tel, mais par rapport à l'engagement de signer un contrat de fourniture de chaleur de 15-20 ans avec nous, ils ont tous été gagnants à T0. Je dis pas que c'est toujours le cas, après c'est un choix de groupe industriel en fonction de la solution qu'on propose, mais si je vous propose 40% de votre mixité de chaleur à un prix 10% plus cher que votre prix de chaleur, mais qui bougera pas à 70% sur les 20 ans à venir, quelle est votre stratégie de groupe vis-à-vis de ça? Et c'est une véritable question, parce qu'on peut le voir, et même sur certaines ENR, il y a des intrants. Comment on arrive à figer ces intrants? Quelle est la valeur qu'on donne au fait de pas du tout avoir d'exposition au risque sur cette partie-là? Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, on va vous passer un micro, ici. Bonjour. À l'heure actuelle, vous avez des technologies qui nécessitent beaucoup d'eau. Est-ce que vous avez des solutions pour faire du stockage sans eau?
Alors, on est sur des technos en eau. Donc, la seule techno qui demande beaucoup d'eau, ça va être quand même plutôt le stockage intersaisonnier, parce que la cuve 1000-10 000 mètres cubes, ça peut paraître un gros chiffre, mais c'est pas non plus mirobolant. Il faut avoir en tête, je l'ai pas dit, on est en circuit fermé. Hein. Donc, une fois que c'est rempli, il n'y a pas d'évaporation ni de perte d'eau. Donc, sur la basse température, clairement, le meilleur vecteur énergétique, c'est l'eau, et qui a le meilleur coefficient de performance énergétique. Enfin, non, je sais plus ce que veut dire CP, j'ai oublié, mais en tout cas, c'est le meilleur pour stocker de l'énergie. Là où on va regarder d'autres vecteurs pour stocker la chaleur, c'est plutôt sur des températures supérieures à 100 degrés, avec ou les changements de phase, ou plutôt les matériaux inertes type roche et autres, qui, elles, permettront de stocker des 400 degrés ou des choses comme ça. Donc, en tout cas, en basse température, on reste quand même plutôt sur de l'eau, mais on est en circuit fermé. Sur le stockage intersaisonnier, notamment avec le sujet des bassines, il y a un sujet sur comment on le remplit, avec quelles ressources. On va prendre une dernière question, monsieur. Bonjour, quelle est la puissance thermique que vous allez sortir sur votre projet de Lactalis à Verdun? Alors, sur le solaire thermique, il y a deux puissances. Vous avez la puissance crête, comme en photovoltaïque de la centrale, donc qui est aux alentours de 15 mégawatts crête, mais qui, pour moi, ne veut rien dire du tout, dans le sens où ce qui est important, c'est la puissance que l'industriel a besoin. Donc, si on veut raisonner en ratio rapide, généralement, la puissance qu'on livre et qu'on lisse avec le stockage, c'est une puissance divisée par 3. En grosse maille, on est sur entre 3 et 4 mégas qu'on vient livrer en continu au sein du process. Et véritablement, sur Lactalis, la courbe de charge, on est aux alentours d'un 2,5 mégawatts de puissance. Ben, je vous félicite parce que vous remplacez à Verdun, chez Lactalis, vous remplacez une centrale de cogénération de 4 fois 2000 kW qui a été faite il y a 20 ans. Bravo. Merci à vous. Elle a été arrêtée et vous remplacez la cogénération de moteurs à gaz. 4 moteurs de 2000 kW chacun. Vous êtes au courant? Il y a des cogés sur le parking à l'entrée. Après, ce qu'il faut. À l'entrée de l'usine, ouais. Ouais, à l'entrée de l'usine. Bravo. À main gauche, là. Ouais, je vois. Ce qu'il faut voir sur Lactalis, c'est les discussions qu'on a avec d'autres clients industriels actuellement. Donc, le projet s'est intégré dans la construction d'une nouvelle tour d'atomisation. Elle est déjà en service. Oui, je le sais, merci. Donc, 50 millions d'euros d'investissement. Et la proposition du fournisseur, pour revenir sur ce que je vous disais avant, c'était, on fait comme d'hab des températures hautes avec du brûleur gaz et de la batterie vapeur alimentée par chaudière gaz, pas par la cogé. Hein. D'accord. Donc, c'était ça la proposition du fournisseur de la tour d'Ato. Et on le voit sur beaucoup de sites agroalimentaires, les fournisseurs d'équipements, leurs équipements les plus performants en kilowattheure d'énergie ramenée à la tonne de produits sortis, c'est des équipements au gaz maintenant, tout le temps, systématiquement. Et donc, ils remettent pas du tout en cause ça, et les clients se retrouvent, on est sur des sites, ils ont des biomasses avec des circuits vapeur, et ils installent des équipements à brûleur gaz. Et donc là, maintenant, nous, on se retrouve, et ça a été la même chose sur Lactalis, c'est à dire, non, mais on peut vous proposer un réseau technique d'eau chaude, on remet des batteries OR dans les flux pour essayer de les décarboner, parce que vous êtes en train de passer au gaz. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des références en serre horticole? En quoi? Serre horticole. J'ai 3 dossiers lauréats ADEME et des maraîchers qui ne veulent pas se prononcer. Et j'en ai un avec un maraîcher en Nouvelle-Aquitaine qui vient d'être lauréat avec un gros soutien qui, j'espère, se transformera dans 3-4 mois. Merci beaucoup pour vos questions. Alors justement, en guise de conclusion avec vous, Julien Jiménez, rapidement, on parlait de l'ADEME. Vous allez nous parler un petit peu de l'accompagnement dont on peut bénéficier. Tout à fait. Et effectivement, Nuit est vraiment un très bon exemple de projet de décarbonation ou de définition d'une stratégie à l'échelle d'un site industriel où on passe effectivement d'une logique je veux de l'énergie renouvelable, voilà, donc c'est les premières réflexions des industriels, voilà, fournissez-moi à comment je vais regarder mon process et comment je vais optimiser cette production d'énergie renouvelable à l'intérieur de mon process avec de la récupération, avec effectivement de la chaleur ciblée. Et là, on peut aller effectivement dans des choses qui commencent à être, on va dire, rentables et compétitifs pour les industriels. Alors du coup, côté région, on a, et en partenariat avec l'ADEME, plusieurs volets. Mais le premier, on y reviendra toujours, c'est l'audit énergétique.
il est indispensable. La connaissance de votre consommation à l'intérieur de votre site industriel est la base de votre réflexion dans la stratégie de décarbonation. Sans ça, vous allez faire des erreurs. Voilà, et des erreurs effectivement d'investissement, toujours qui peuvent être lourdes et qui peuvent mettre du temps. C'est largement accompagné, que ce soit par l'ADEME ou la région, à hauteur de 50 jusqu'à 70% en fonction de la taille de l'entreprise, mais faites un audit énergétique. Regardez comment fonctionnent nos process industriels, identifiez les sources qui consomment, identifiez là où vous pouvez passer en ENR, là où vous pouvez gagner des gains. À titre d'exemple, un audit énergétique, c'est 5 à 10% d'économie d'énergie. Voilà, rien que de connaître sa consommation, oui, où je consomme, je peux réduire globalement de 5 à 10% en fonction de l'âge de mon site. Le deuxième volet, c'est l'efficacité énergétique. C'est effectivement comment, à un moment, je vais optimiser l'organisation de mon process industriel, comment je vais faire de la récupération de chaleur, comment je vais mieux organiser mon process pour faire des économies. Là, globalement, on est pratiquement autour de 10 à 15%. Je peux aller chercher encore 10 à 15% d'économies sur mon process industriel. Et là, il y a globalement un accompagnement en région qui se fait et la région a une vocation à vous accompagner sur votre projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'outils, on n'a pas de fiches techniques qui vous dire voilà ce qu'il faut faire. C'est vraiment un travail au sein du process industriel en disant voilà ce que j'ai identifié comme action à faire, que je vais réaliser dans l'année ou dans les 2 ans à venir, et voilà quelle économie je vais faire. Et nous, à côté, on va regarder les investissements et on va mettre en face des subventions pour réduire. On parlait effectivement de temps de retour. L'idée, notamment sur l'efficacité énergétique, malheureusement, d'un point de vue industriel, ça dépasse pas 2 ans. Un industriel qui veut faire de l'efficacité énergétique, le temps de retour, c'est pratiquement 2 ans, allez, 2-3 ans maximum. Donc là-dessus, on peut vous accompagner pour faire baisser les temps de retour. Le troisième volet, on en parlait un peu. On a dit que le gaz, c'était l'énergie des industries. Et il y a globalement une grande partie du territoire de la Nouvelle-Aquitaine qui n'est pas couvert en réseau de gaz naturel. Et qui sont, du coup, on va retrouver notamment beaucoup d'industries agroalimentaires qui sont avec du fioul, du propane, du butane, voire du charbon. Il faut penser que ces énergies-là sont très carbonées et globalement à terme condamnées. C'est-à-dire que d'ici à 2030, avec une trajectoire d'une taxe carbone qui émerge, vous allez payer extrêmement cher votre gaz, votre énergie et votre production de chaleur. Donc, il faut basculer. Vous ne basculerez pas sur le gaz naturel parce qu'il n'existe pas de réseau. Donc, le saut, il est important. Il faut que vous basculiez du propane aux énergies renouvelables. Et là, vraiment, il y a un travail à faire. Et la région Nouvelle-Aquitaine se positionne effectivement pour avoir une étude multi-énergie, savoir effectivement quelle est la meilleure énergie qui peut couvrir effectivement mon besoin. Donc, il y a vraiment une logique là de vous accompagner à la fois effectivement avec le fonds chaleur qui est très présent, mais aussi avec les fonds européens qui arrivent sur une période 21-27 et qui peuvent vous accompagner. C'est intéressant parce que souvent en milieu rural, on est effectivement dans le maintien de la compétitivité des industries en milieu rural. C'est extrêmement important pour l'équilibre économique de notre territoire. Dernier volet, parce qu'on bascule, on a parlé beaucoup de chaleur, mais ça existe aussi pour le gaz. Vous avez une logique, et vous l'avez beaucoup évoqué, c'était la visibilité du prix. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, on en a déjà discuté, tout ce qui était eau, énergie, c'était une utilité pour les industriels. Globalement, ils signaient tous les 3 ans avec EDF et point final. La question de la volatilité du prix, la réflexion effectivement à moyen à long terme, on va dire que la reprise économique, la guerre en Ukraine, on n'a aucune visibilité sur le prix de l'énergie à 2030 aujourd'hui. Je veux dire, voilà, il faut être vraiment honnête de savoir comment la reprise économique en Chine va se faire, comment globalement l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié va arriver en Europe. Pour rappel, le gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis, c'est du gaz de schiste. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut rappeler. Donc, rapidement, Julien, parce qu'on doit enchaîner avec l'autre table. Donc du coup, l'achat à long terme avec les énergies renouvelables, c'est la solution. Et là, on vous accompagne sur ce qu'on appelle effectivement les Green Corporate PPA, c'est l'achat à long terme sur les productions d'électricité, mais on pourra en reparler une autre fois. Juste un dernier mot, le solaire thermique est très soutenu par le fonds chaleur de l'ADEME, avec effectivement des subventions pouvant aller jusqu'à 70% sur les études, pouvant aller effectivement à mégawattheure produit sur la partie de la production de chaleur. Il y a vraiment une logique d'accompagnement du fonds chaleur sur cette partie-là. Ce qu'il faut penser, c'est qu'en fonction de la typologie des projets et du besoin des industriels, la région peut, avec notamment la partie FEDER, accompagner les projets effectivement de grandes installations solaires thermiques en Nouvelle-Aquitaine, et c'est vraiment une vraie solution pour décarboner une partie de votre process industriel, parce que à ce jour, malheureusement, il y a assez peu de solutions pour se substituer au gaz. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup et bravo. Vous pouvez, bien entendu, on peut les applaudir. Et vous pouvez poursuivre la discussion. On a un espace dédié juste à droite en sortant, si vous avez d'autres questions à poser sur cette solution très, très intéressante.